qui peut relever d'une simple distraction et pour nous autres analystes, nous ne pouvons pas la prendre au premier degré. Merci, monsieur Naba. Et vous ouvrez une brèche que moi j'ai voulu couvrir. Bon, vous savez que pour parler également d'un certain nombre de choses, bon, en tout cas, pour moi, peut-être cela peut avoir un intérêt particulier pour des gens, comme vous le disiez tout à l'heure. Brenda Biya a-t-elle une carte d'électeur? C'est une question, il faut d'abord le vérifier. Bon, et puis maintenant, peut-elle influencer le vote? Peut-elle influencer le vote? Si oui, comment? Et également, appartient-elle à un parti politique? Peut-être qu'elle peut avoir la carte de vote, mais peut-être avec... Non, sauf que la réalité, monsieur Mba, c'est que le vote, c'est une voix. Donc, elle n'entrera pas dans les lois. Je n'en disconviens pas. Voilà, peut-être qu'elle a même une carte d'un parti politique, mais ça peut même pas être le RDPC, par exemple. Aussi. Donc, elle peut être libre peut-être de ses déclarations. Tout à fait. Bon, merci à vous. Et les autres brûlent d'envie, n'est-ce pas, de réagir. Vous allez réagir tout de suite. Lui nous vient du FDC. Bienvenue, Ngono Ondobo. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Mba. Le plaisir est renouvelé de savoir m'accueillir dans votre beau studio vert. C'est toujours un plaisir d'y être. Comment va le FDC? Le FDC, ça va. Ça va. Je dois demander comment va Emilien Atangana, ou alors le candidat, c'est Hiram. Hiram Samuel Yodi. Oui. Oui, il va bien. Nous poursuivons nos petits débats et ceux qui nous disent que nous sommes plus dans les réseaux sociaux, non, nous sommes aussi sur le terrain. Et apparemment, nous courons le terrain un peu partout. C'est plus un candidat des réseaux sociaux, bon, ben, dans les médias qui doivent faire ce qui est vrai, c'est que... je parcourais encore quand même déjà, la page Facebook. J'ai découvert qu'il a été reçu à une émission où il parle de sa femme, il parle... Bon, je ne sais pas si c'est un projet politique. Non, mais on ne dira pas que la vie privée d'un homme qui est dite sur un plateau de télé signifie un programme politique. Sinon, vous ne direz non plus que ceux qui disent jeune, c'est un projet politique. Mais seulement, bon, quand nous sommes conviés, nous avons déjà fait le tour de beaucoup d'arrondissements, de départements même. Nous continuons à courir et le président Denis Emilien, attendant, soutient bien le candidat que nous avons choisi, Hiram Samuel Yodi, et nous l'accompagnons. Merci. Merci d'être là ce soir. Je reviens vers vous tout à l'heure. Je vais accueillir les autres invités déjà bien installés. Francis Bichoka, journaliste, économiste, bonsoir. Bonsoir Charles Ongba, bonsoir à mes brillants copanélistes et bonsoir à vos nombreux téléspectateurs à travers le monde, parce que Info TV n'est pas une chaîne simplement camerounaise, c'est une chaîne mondiale. On voit de nombreuses reprises, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux, des extraits d'émissions qui passent à Info TV. Donc Info TV, c'est une chaîne aujourd'hui de référence et c'est toujours un plaisir renouvelé de vous retrouver. Et évidemment, s'il faut embrayer avec à la suite de mes prédécesseurs, alors je dirais que l'actualité, effectivement, le buzz créé par Brenda Biya... Ça ne vous échappe pas? Ah non, parce que vous savez, c'est plusieurs millions. Hein, c'est une influenceuse aujourd'hui. Plusieurs millions d'abonnés sur ses comptes, sur ses différents comptes. Ça veut dire que seulement, si on compte seulement son nombre d'abonnés, elle peut gagner une élection présidentielle. Si ce nombre d'abonnés... sur Facebook. Voilà, si elle se joue sur l'élection, c'est sur TikTok. Elle peut effectivement avoir un score honorable. En même temps, vous savez, en tant que fille du président, fille unique du président, on pourrait par analogie dire que c'est la présidente des filles, n'est-ce pas, du Cameroun. Est-ce que c'est pas excessif là? Non, parce qu'il y a une première dame. S'il y a une première dame, il y a une première fille. Alors, c'est la première fille du pays. Nous n'avons pas eu le premier fils. Nous n'avons pas eu les premiers... Enfin,
là maintenant... Non, enfin, je fais des analogies. Hein. Je fais des analogies pour dire que c'est quand même des gens qu'on met en modèle. C'est-à-dire que si la fille du président fait quelque chose, les autres se disent pourquoi pas nous. Vous voyez? À partir de ce moment, si la fille du président vient et appelle à ne pas voter, je pense que ce n'est pas... Je pense beaucoup plus qu'elle a besoin de jouir de son père. Vous savez, quand vous êtes la fille d'un chef d'État, toujours occupée par les choses de l'État, les enfants là grandissent avec un certain manque affectif. Elle l'aimerait, n'est-ce pas, pour les derniers jours du patriarche, de notre patriarche, pour bien c'est notre patriarche à tout, elle aimerait pouvoir bénéficier de cette attention, des moments de qualité passés en présence de son père. Et je pense à comme un cri de détresse, de dire vraiment, laissez mon père aller se reposer et s'occuper enfin un peu de nous. Donc je pense que c'est un cri du cœur qui doit être entendu comme un appel de détresse. Et je pense que les Camerounais ne resteront pas insensibles à cet appel. Merci à vous. Merci à vous. Je rappelle que le sujet n'est pas à l'ordre du jour, mais vos prises de parole, vous arrachez à un mot sur ce sujet-là. On ne peut pas vous empêcher quand même de vous exprimer. Nous allons accueillir Jean-Jacques Léonce Awonon. Il est juriste, très connu déjà des médias camerounais. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Charles Apollinaire, bonsoir aux autres co-discutants du soir. Je suis heureux d'être là, merci pour cette autre invitation. Merci de m'associer à la réflexion du grand soir de ce soir. C'est vrai que je m'en voudrais de ne pas placer un mot. Mon brillant frère Jean-Marie nous a piégés. Je suis obligé de parler parce que... si je lui passais pas la parole en premier. Oui. Hein? Parce que c'est un sujet que j'ai longtemps voulu éviter. Mais là, je suis obligé de placer un mot. Je voudrais dire que, pour moi, c'est une actualité qui m'a intéressé parce que très souvent, on a vu la fille du président dans des scandales bizarres. Vous savez, on a vu certaines vidéos qui ont circulé à un moment donné. Elle a fait le tour des médias à l'international, même au Cameroun. Des vidéos qui montraient la fille du président presque en flagrant délit de pratiques homosexuelles. Ok, là, je suis en train de parler. Non, je voudrais vraiment la vie privée des gens doit rester leur vie privée. Vraiment, Jacques Léonce, non, vraiment, je risque de vous retirer la parole définitivement. C'est autant de choses qui ont fait que j'hésite, n'est-ce pas, de mettre ce sujet sur la table. La vie privée, c'est sa vie privée. Maintenant, elle s'est exprimée sur un aspect politique. Si nous pouvons rester, hein, je vous accorde 30 secondes pour vous exprimer sur cet aspect politique-là. Oui, j'étais donc en train de vouloir dire que autant la vidéo que nous sommes en train d'analyser n'était qu'une vidéo, autant les vidéos qui nous avaient été balancées de ce que je parlais précédemment étaient aussi des vidéos qui circulaient toujours sur cette même toile-là. Donc, je dis, pour une fois, je l'ai trouvée très cohérente. Parce qu'en réalité, on ne peut pas être dans un pays où son père est au pouvoir depuis 43 années et un jeune, d'ailleurs, certains ont payé sa caution. À un moment donné, j'ai cru que cela devrait faire un tour en psychiatrie parce qu'on ne peut pas être jeune. Non, je vous retire. Léonce, permettez-moi de vous retirer vraiment la parole. Je voudrais, si on peut analyser la sortie de la dame. Non, c'est sa sortie exclusivement. Dire un mot, ne même pas aller... je ne voudrais pas avoir des problèmes. Je vous le dis, et je le dis devant tout le monde, les téléspectateurs, et je rappelle que la vie privée de chacun de nous, c'est sa vie privée. Tout ce que l'on peut faire chez nous, dans nos domiciles et autres, lorsque nous venons là, nous nous adressons aux Camerounais, aux internautes, enfin tout ce beau monde-là. Donc vraiment, lorsque vous voulez toucher la vie privée de quelqu'un, si vous me promettez ne pas déraper, je vous repasse la parole pour 15 secondes. Oui, je voudrais chuter en disant que je l'ai trouvé très cohérente pour une fois, parce qu'un jeune normalement constitué ne peut pas imaginer qu'un monsieur de 93 ans continue de pouvoir gouverner le Cameroun. Donc lorsqu'elle dit qu'elle ne peut pas voter pour son père, pour moi c'est en totale objectivité avec la situation actuelle de notre pays.
Voilà, merci. Si vous l'avez dit avant, vous voyez que nous devons toujours être des bons amis, comme nous l'avons toujours été. Nous allons accueillir Emmanuel Benoum, qui nous a rejoint. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Apollinaire, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Info TV et bonsoir à tous les militants de l'Union démocratique du Cameroun. Vous allez bien? Comme vous le voyez. Qu'est devenu, n'est-ce pas, le groupe de Fumban, de ceux-là qui cherchaient un candidat consensuel? Écoutez, le groupe de Fumban continue d'exister et les concertations continuent. Je pense que vous savez qu'il y a eu des réunions successives à Fumban et à Yaoundé. Et vous savez également que sortir le lapin du chapeau, ce n'est pas toujours évident sur le plan politique. Il faut beaucoup d'aspérité à gommer pour que les gens puissent s'entendre. Donc les concertations continuent. Il n'est pas exclu que dans les jours qui viennent, que vous puissiez voir la fumée blanche venant de ce côté-là. À quel moment? Bientôt l'élection, dans une semaine, c'est le début de la campagne électorale. Oui, il n'est pas tard. L'élection, c'est le 12 octobre. Vous nous promotez quand même quelque chose? Non, je ne... de rare au Cameroun. Je ne vous garantis rien du tout. Mais je vous dis que les concertations continuent entre les leaders. Okay. Et vous avez suivi les sorties de ces dernières semaines par rapport à un leader prétendument consensuel qui est sorti. Bon, ce n'était pas une sortie qui engageait le groupe de Fumban. Donc je pense que... Vous voyez que je ne vous ai pas posé la question sur peut-être cette autre actualité-là. Ouais. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je vous en prie. Mesdames, Messieurs, vous faites bien de regarder la télévision. C'est Info TV. C'est votre émission, Le Grand Soir. A tout de suite pour la suite. Retour sur ce plateau pour donc entamer avec le premier sujet phare à l'ordre du jour. Nous allons parler des médias, le rôle des médias pendant la campagne et peut-être même après la campagne pour ce qui concerne la présidentielle 2025. Les médias dans la présidentielle 2025, un levier pour la paix électorale. C'est la question que nous nous posons. Tout d'abord, puisque nous avons les spécialistes, les journalistes, Monsieur Bichoka, le journaliste, ou alors le rôle du journalisme pendant la période électorale est très attendu. Que peut-on attendre des journalistes en cette période? Alors, les journalistes en cette période électorale ont un rôle extrêmement crucial parce qu'il appartient aux journalistes d'informer. Alors, c'est ici que va se passer, je peux dire, c'est le cœur du métier parce que très souvent, on fait dans le divertissement des débats pour divertir, parfois, mais là, il faut vraiment informer et éviter de désinformer. Ça veut donc questionner la neutralité du journaliste. Est-ce que le journaliste est neutre? C'est vrai qu'on a vu à travers le monde des médias de gauche, des médias de droite. Au Cameroun, y a-t-il vraiment de médias qui s'affichent? Peut-être certains médias ont souvent affiché une certaine proximité avec un certain nombre de partis. Mais au Cameroun aujourd'hui, il y a des médias à capitaux publics comme la CRTV. Est-ce qu'ils vont respecter la neutralité? Est-ce qu'ils vont respecter l'équilibre des temps de parole? Est-ce qu'effectivement il y aura des plateaux qui vont permettre aux téléspectateurs de pouvoir se forger une idée sur chacun des candidats, sur son potentiel, sur son programme, afin que les électeurs puissent faire un choix éclairé. Parce qu'il s'agira donc pour la presse d'informer et d'éviter au maximum de désinformer, voire d'intoxiquer. Voilà à quoi renvoie donc le rôle de la presse, être impartiale. Absolument. Et on attend vraiment de l'impartialité, mais on attend également de la profondeur. Voyez-vous, quand on va dans les médias, très souvent, des journalistes, je ne sais pas si c'est par manque de niveau
ou par manque de culture, mais certains restent parfois sur des aspects polémiques, des aspects de débat, et parfois on n'entre pas en profondeur, parce qu'aujourd'hui, avec l'élection présidentielle, il s'agit pour les journalistes d'avoir une grande maîtrise des sujets, que les journalistes politiques pourront questionner les candidats, par exemple sur les aspects politiques, sur les aspects de défense. Tout le monde va venir promettre de régler la crise anglophone en 3 mois. Il appartiendra aux journalistes d'avoir des outils, n'est-ce pas, d'analyse politique, politologique, pour pouvoir questionner la maîtrise même des sujets par les candidats. Vous voyez par exemple l'armée, s'il faut aujourd'hui nommer des militaires, si quelqu'un ne sait pas de quoi il s'agit, il va vous dire qu'il peut régler la crise économique, la crise anglophone, mais quand vous allez entrer même dans les fondements, les causes de la crise anglophone et des mécanismes qu'il va utiliser, vous pouvez vous rendre compte qu'il est à court d'arguments. Dans l'économie, ce sera pareil. Dans tous les domaines, il faudra être bien outillé. Que les journalistes vraiment prennent la peine de bien eux-mêmes se documenter, de bien se renforcer pour pouvoir poser des questions et ne pas se faire balader par les candidats. Merci. C'est un journaliste qui vous parle et qui a tenu également des panels, des débats. Et nous allons également nous tourner vers Monsieur Annaba, qui est journaliste et travaille pour Royal FM, puisque c'est un partenariat tout de même, et des confrères. Alors, le rôle du journaliste, vous tenez d'abord déjà une émission, des émissions, parmi ces émissions-là, une véritable émission politique. Est-ce qu'il y a une différence des émissions que nous tenons pendant toute l'année et des émissions qui peuvent être d'une certaine particularité en période électorale? Je voudrais commencer par préciser qu'une élection présidentielle, c'est un processus. L'élection, ce n'est pas seulement le jour du scrutin, comme ce sera le cas le 12 octobre prochain. Et quand on a dit processus, je vous renvoie au processus électoral qui entoure effectivement l'élection présidentielle, à partir de la convocation du corps électoral jusqu'à toutes les autres étapes qui vont arriver. Même après l'élection, jusqu'à la proclamation des résultats, de même qu'à la prestation des serments, en passant par le contentieux post-électoral. Ce qui voudrait dire que depuis pratiquement 1 an, nous sommes sur des plateaux de télévision et partout on nous invite pour véhiculer un message qui est celui de la capacitation des journalistes et de leur appropriation du processus électoral qui passe par le code électoral que voici. C'est important. Parce qu'il m'est arrivé d'aller sur certains plateaux de télévision, dans certains médias où nous découvrons que les journalistes font des débats à la télévision, parfois le dimanche. Ils ne maîtrisent même pas quelles sont les étapes du processus électoral. Il est arrivé, vous savez que nous avons la chance de participer à toutes les concertations qu'Elections Cameroun organise parfois avec l'appui des Nations Unies. Vous savez que les Nations Unies sont arrivées au Cameroun avec un partenariat qui est sur le plan purement technique et qui a une composante qui s'appelle lutte contre la désinformation. La composante en question a commencé à être décryptée depuis une bonne période, commençant par Bankomo, où les journalistes se sont retrouvés en concertation avec les autres acteurs du processus électoral. Et après Bankomo, il y a eu une concertation, vous au moins vous y étiez, du côté du Palais des Congrès de Yaoundé, avec tout un atelier qui était réservé aux journalistes. Hier encore, il y a eu une autre concertation entre Elections Cameroun, le ministère de la Communication et les professionnels des médias. Maintenant, pour parler de ce que nous, journalistes, nous devons faire. Lorsque j'ai parlé de la capacitation des journalistes sur la couverture d'une élection présidentielle et ses différentes étapes, mais également l'appropriation du code électoral, je voudrais dire que le problème que nous avons au Cameroun est que, d'abord, les lois de 90 qui encadrent les libertés dans notre pays, notamment la loi sur la communication sociale, c'est une loi qui a laissé un vide pour ce qui est des autoroutes de la communication qu'on appelle les réseaux sociaux, qui donnent l'option aujourd'hui aux médias traditionnels comme le vôtre qui sont censés en principe faire un bon travail. Le deuxième argument est que dans cette loi portant code électoral, l'article 11 alinéa 2,
qui dispose que Elections Cameroun organise des concertations permanentes avec la justice, la société civile, les partis politiques, entre autres. Il se trouve que cet article a ignoré les médias. Mais on ne peut pas simplement se focaliser sur la loi électorale pour se dire que les médias devraient être exclus, parce que c'est vous qui jouez le rôle central. La preuve, on a commencé l'émission par un petit débat qui a failli virer. L'UTT, la perspicacité du présentateur que vous êtes pour recadrer les Camerounais qui viennent à la télévision pour édifier les masses, parce qu'en principe, le rôle d'un média, c'est informer au-delà de divertir, mais également, il faut éduquer les masses qui nous regardent à la maison. Et il y va donc de l'intérêt des journalistes que nous sommes de jouer ce rôle-là. Maintenant, Elections Cameroun, et c'est ce que nous saluons en tant que journalistes, a donc effacé ce petit vide qui existe au niveau de l'article 11 alinéa 2 du Code électoral, en intégrant les médias, d'abord dans des plateformes d'échange d'informations, mais également en invitant les acteurs des médias à travers des concertations comme nous l'avons vu. Quelle est donc la plus-value? C'est par là que je sors. La plus-value est que il faudrait que nous ayons une élection, oui, qui ne sera pas comme les précédentes, parce que c'est une élection qui regorge de grands enjeux. Il faut donc outiller les journalistes, et cela passe par la responsabilité sociale du journaliste, et c'est bien martelé dans la loi de 90 sur la communication sociale. Un journaliste doit savoir que, avant d'être journaliste, je suis moi-même Camerounais d'abord, citoyen d'ici. Si je laisse que le pays brûle, je ne vivrai pas dans un autre pays en dehors du Cameroun, c'est-à-dire que même dans mon entourage, je vais perdre des gens. Un journaliste devrait donc être responsable et se dire, en même temps que je suis journaliste, je suis d'abord électeur, donc ma voix compte également. Il ne faudrait pas que les journalistes soient des partisans sur les plateaux de télévision et des radios, et c'est ça qui gêne. Donc il faut respecter juste l'éthique et la déontologie. À côté de cela, appliquer ce que le processus a prévu dans ce code électoral. Merci à vous, monsieur Anaba. Vous êtes allé peut-être un peu en profondeur et peut-être anticiper sur les difficultés que nous allons en parler tout à l'heure, que peuvent rencontrer ou rencontrent généralement les journalistes en cette période électorale. Monsieur bienvenue Ngonon, depuis quelque temps, vous êtes avec, je ne veux pas dire que vous flirtez avec les journalistes, vous êtes dans ce monde-là parce que pour véhiculer une information, vous passez par les journalistes. Votre président, Denis Emilia Tangana, que tout le monde connaît, c'est à travers les médias. Quelle analyse en faites-vous, n'est-ce pas, du traitement de l'information par les journalistes, peut-être bien avant l'élection présidentielle, bien avant l'élection, et surtout en cette période véritablement cruciale de l'élection présidentielle qui arrive? Non, moi je dirais, comme l'a dit le co-panéliste Anaba, il faut requalifier le journaliste. Ça veut dire que c'est vrai, dans les étapes du processus électoral, avant, pendant et après. Pourquoi avant? Avant, c'est tout à fait normal, informer les masses, un peu comme il l'a dit tout à l'heure, Elections Cameroun, j'y étais hier, qui a tenu une réunion ici à l'hôtel de ville, dans ce sens. Le journaliste a un rôle central dans toute chose, dans la vie des hommes. Alors, c'est le journaliste qui peut amener les hommes à la vérité, c'est lui qui peut aussi perdre les hommes. C'est pour cela qu'on dit, il faut maintenant recenser qui est journaliste, quelle est sa qualité même. Oui, c'est pour cela que moi je dis, quand on parlait des cartes de presse, par exemple, dans des événements, c'est tout à fait normal d'identifier le bon journaliste. Est-ce qu'il est capacité dans tel domaine? Parce que je vois actuellement tout ce mélange, hein, on appelle tout le monde journaliste. On ne sait donc véritablement pas qui est spécialiste dans quel domaine. Hein. Beaucoup s'emballent. Et puis nous, on a toujours été accompagnés depuis toutes nos élections. On a eu des espaces dans des journaux, dans des plateaux de télé, à la radio. Nous avons toujours été bien accompagnés. Vous voyez, par exemple, à la présentation de notre candidat, Ilham Samuel, vous avez vu, la salle était bondée de journalistes. Mais maintenant, donc, qui est le bon journaliste? Qui véhicule la bonne information? Ok. Merci. Merci à vous. Monsieur Benoun, j'ai failli oublier que vous-même, vous avez
été longtemps dans la communication. On vous a toujours vu. J'y suis toujours. Non, vous avez été déjà très longtemps et vous êtes toujours dans la communication politique. On peut donc estimer que vous n'êtes pas différent d'un journaliste. Quelle analyse en faites-vous de du rôle du journaliste en période électorale, surtout en cette présidentielle? Oui, pour édifier les téléspectateurs, j'ai durablement présenté une émission à la télévision nationale qui a aujourd'hui disparu, sans que nous sachions pourquoi. Plus c'est une émission qui est instituée par la loi. On l'appelait Espace Politique. Nous l'avons présentée pendant près d'une dizaine d'années pour le compte d'un parti politique. Donc ce que vous dites est vrai. Et nous, en tant que secrétaire... En tant que communicant ou en tant que journaliste? Non, en tant que communicant. Parce qu'il faut quand même... on doit également comprendre à ce niveau-là, parce que le communicant, c'est faire des éloges, n'est-ce pas, ou alors donner les informations de son parti. Maintenant, le journaliste, lui, il doit donner les informations avec neutralité. Oui, je voulais dire que je suis secrétaire national à la communication à l'UDC, adjoint. Et nous avons beaucoup à travailler avec les journalistes dans le cadre des conférences de presse, et des points de presse et tout ça. Et même des accompagnements de nos différents candidats pendant les élections. Donc, j'ai quand même quelques rudiments sur... le fonctionnement des journalistes. Ce que moi je veux regretter en tant que citoyen et en tant que communicant d'un parti politique, c'est que il y a, comment on va dire ça, une typologie au niveau des journalistes. Il y a des journalistes qu'on connaît et des journaux qu'on connaît, qui sont des journaux qui ont pignon sur rue. Et il y a aussi d'autres qui... ne sont pas loin d'être des mercenaires de la plume ou des francs-tireurs. Et je ne sais pas si, à l'occasion des élections comme celle-ci, il y aura une cloison pour ceux-là et pour ceux-ci. Moi, je pense qu'un journaliste, c'est d'abord un citoyen qui n'a pas besoin des injonctions parce qu'il y a une élection. C'est quelqu'un qui connaît, n'est-ce pas, le fonctionnement du pays et qui sait dans quel domaine il ne doit pas empiéter. Par exemple, dans le domaine de la défense, il y a des informations qu'il ne faut pas mettre sur la place publique. Mais je m'étonne, par exemple, que... vous faites plusieurs plateaux hein, à Yaoundé, au Cameroun, des émissions de débat, le traitement de l'information même dans les journaux. Vous, en tant qu'homme averti, quelle analyse en faites-vous d'une manière générale? Peut-être ça nous permettra également de toucher à d'autres choses. Oui, c'est ce que j'ai dit au début de mon propos, que moi je fais une analyse froide, c'est-à-dire je vois les journalistes, quand je prends un journal, je vois la titraille, je vois le contenu, parfois... le contenu n'est pas toujours à la mesure du gros titre qui a barré la une. Et puis, je voulais dire que je suis surpris que, par exemple, en période électorale comme celle-ci, où le débat politique est encore plus profond et plus pertinent, qu'on dise que les émissions de débat ne puissent pas être diffusées. Moi, ça on en parle tout à l'heure. On en parle tout à l'heure. Donc, je voulais dire de manière générale que les journalistes doivent être des responsables. Ils doivent savoir faire l'autocensure sur certains sujets qui sont sensibles pour la vie de la nation. Mais ça doit être une œuvre permanente, pas seulement en période pendant les élections. Parce que je ne pense pas qu'à l'ESTIC ou dans les écoles de journalisme, on apprend... on fait une cloison entre les journalistes des élections et les journalistes... on vous comprend très bien. On comprend qu'il n'y a pas les journalistes des élections et les journalistes pour le reste d'année, mais quand même, c'est une période assez sensible et raison pour laquelle vous voyez dans chaque rédaction, on sait que tel a
peut porter telle plume, peut être utile à tel niveau. Parce que, et comme disait M. Anaba tout à l'heure, et je crois également M. Bichoka, il faut être outillé. Vous allez comprendre peut-être. Et il a parlé d'un aspect là qui est très intéressant, c'est les réseaux sociaux. Seul là-bas, est-ce que... On en parle tout à l'heure, vous allez voir. Léonce Awon, heureux, n'est-ce pas, de savoir que vous êtes déjà bien installé et que nous allons parler des choses encore un peu plus sérieuses de la République. Le journalisme au Cameroun, nous allons d'abord, avant, n'est-ce pas, de revenir sur l'élection, sur la présidentielle et l'élection. Est-ce que c'est vraiment la presse camerounaise est-elle libre? Vous êtes un homme de la justice. Je vous pose la question, je sais pourquoi je la pose. Comment la qualifiez-vous? C'est une presse libre, c'est une presse qui s'exprime véritablement, ou alors, comme certains disent, c'est du bavardage? C'est une question très difficile à répondre. Lorsqu'on regarde notre landerneau socio-politique, on peut difficilement dire qu'on a une presse totalement libre. Parce qu'en même temps, vous avez le CNC qui est là, qui, au lieu d'être le gendarme du journaliste ou de la presse, se trouve très souvent celui qui a le fouet, qui ne se cache pas de le sortir à tout moment que on tente de révéler une vérité qu'on veut cacher. Moi, je crois que la responsabilité sociale, pas seulement du journalisme, mais des hommes de médias, est basée sur le fait de ne rien dire pour nuire, de ne rien taire pour plaire. Mais nous sommes malheureusement dans un pays où les gens n'aiment pas que certaines choses soient dites. Vous m'avez coupé tantôt lorsque je voulais révéler certaines vérités. Et pourtant, moi je me dis que la responsabilité sociale des hommes de médias, oui, c'est, comme je l'ai dit, ne rien dire pour nuire, ne rien taire pour plaire. Lorsque vous commencez à vouloir plaire certaines choses, vous commencez à vouloir taire certaines choses pour vouloir plaire à certaines personnes, il y a un problème. Là, on s'écarte de la responsabilité sociale des hommes des médias, pas seulement du journaliste, parce que tout le monde qui a la possibilité de passer dans les médias a une responsabilité sociale. Lorsque vous avez l'opportunité de vous agresser à vos concitoyens à travers soit une télévision, soit une radio, vous avez une responsabilité sociale. Et je me dis que cette responsabilité sociale, c'est d'abord celle d'éduquer. Et pour éduquer, il faut aller dans le sens de la vérité. On n'éduque pas dans le mensonge. On n'éduque pas lorsqu'on dit des choses pour nuire, ou alors lorsqu'on tait des choses pour plaire. Là, on n'éduque plus. Et j'ai toujours eu ce reproche envers nos médias. Vous avez certains médias qui... bon, c'est vrai que lorsqu'on est dans un contexte où l'aide publique à la presse privée est ce qu'on sait, donc directement, on a des francs-tireurs, on a des gens qui se réveillent un matin, qui se regardent dans une glace et se découvrent être journalistes, sans être passé dans aucune école, sans avoir une formation. Donc, chacun peut devenir journaliste quand il veut, comme il veut, où il veut, et puis commence à écrire, il crée un journal, il commence à écrire du jour au lendemain. Donc, je crois que notre univers social est ainsi fait. Donc, je crois que moi, il n'y a pas qu'en période électorale qu'il faut interpeller les médias. Et la responsabilité sociale des médias, pour moi, est atemporelle. Ce n'est pas seulement à cette période qu'il faut la saisir. Il faut la saisir à tout moment. Parce qu'à tout moment, un journaliste ou un homme des médias peut jeter de l'huile sur le feu et ça s'embrase à tout moment. Pas seulement à cette période. Et le rôle d'éducation du média me semble encore plus prééminent en contexte camerounais parce que on parle d'élection présidentielle. Nous avons une élection présidentielle où elle est qu'en bataille tant bien que mal pour atteindre les 8 millions d'inscrits. Dans une population estimée à environ 30 millions, il y a un problème. C'est-à-dire que les Camerounais ont une culture politique déficitaire. Les gens ne savent pas de quoi il est question. Et ça veut dire que quelque part, le média ne joue pas suffisamment son rôle. C'est lui d'éduquer les Camerounais à la chose politique. Ça, c'est la responsabilité des médias. Pas seulement des journalistes, parce qu'il ne faut pas réduire les médias aux seuls journalistes. Non, il n'y a pas que le journaliste.
comme je l'ai dit, tout le monde qui a la possibilité de passer devant un média a cette responsabilité-là. Et je crois, j'ai dit, il urge d'aller dans le sens de l'éducation. Parce que, comme je l'ai dit, nous sommes dans un pays où encore des gens ont une culture politique déficitaire. Et monsieur, nous parlons de l'élection présidentielle. Mais je prends toujours cet exemple pour justifier qu'en réalité, si les Camerounais avaient été éduqués à la chose politique, on n'aurait pas un pays en lambeaux comme actuellement. Parce qu'en réalité, M. Biya en 2018 a été élu par moins de 3 millions de Camerounais. Alors qu'on comptait 7 millions d'inscrits. Où sont passés tout le reste des Camerounais? Donc je crois que cette année encore, il sera élu par moins de 2 millions ou 2 millions et demi. Et pourquoi on n'arrive pas à capitaliser le reste de 6 millions? Merci. Merci à vous, Léonce Aouana. Vous voyez donc... vous prophétisez déjà que sera élu. Il y a des choses, s'il vous plaît. C'est un exemple. Oui, M. Benou, nous allons évoluer. Vous constatez, donc vous allez constater, comprendre que il y a médias et il y a par exemple les réseaux sociaux. Et le journaliste qui a été formé, qui vient faire un travail comme celui que je suis en train de faire là maintenant, c'est celui-là qui a été formé, qui sait que voici ce qu'on doit dire, peut-être à l'antenne, voici ce qu'on ne devrait pas dire. La vie privée des gens, en réalité, que ce soit ici ou ailleurs, c'est leur vie privée. Ce qui nous intéresse, c'est d'abord l'information de quoi il est question. Et vous allez constater que nous donnons, si vous avez certainement les informations comme vous donnez là, c'est parce que les médias ont fait leur travail. Et ce ne sont pas les médias et les journalistes seuls qui doivent faire ce travail-là. Vous voyez, vous parlez de la culture des Camerounais en ce qui concerne la culture politique des Camerounais. Est-ce que c'est le rôle exclusivement des médias? Où sont passés les hommes politiques et autres? C'est un peu cela. Je reviens vers monsieur Annaba. Alors, monsieur Annaba, nous sommes donc là, chacun a donné son avis sur les médias et le journalisme, mais nous sommes donc face à une élection présidentielle. Je posais déjà la question tout à l'heure, y a-t-il un traitement particulier de l'information en élection présidentielle? Et si oui, comment est-ce qu'il peut également avoir, quels sont les soucis des journalistes s'il y en a? Je voudrais d'abord commencer par réitérer à la suite de mes co-discutants que la loi de 90 sur la communication sociale et je crois le décret 2002 portant délivrance de la carte de presse encadre bien la profession de journaliste au Cameroun. Et le journaliste n'est pas celui qui est sur Facebook et qui fait des posts et qui peut être considéré comme ce que vous appelez abusivement lanceur d'alerte. En principe, ce sont des activistes. Il ne faut pas les confondre avec des journalistes qui sont, en principe, des individus qui, sur la base de leurs facultés intellectuelles ou de leur formation et tout ce que vous connaissez, traitent de l'information et qui ont des supports de diffusion de cette information-là. Donc des gens qui sont au quotidien à la tâche de la collecte, du traitement et de la diffusion de l'information. Cela voudrait dire quoi? Je souligne bien le mot traitement. Parce que celui qui est sur Facebook à la maison n'a pas collecté une information, c'est-à-dire aller vers une source pour mieux s'enquérir, n'a pas pu traiter cette information qui commence par une conférence de rédaction que l'on tient tous les matins avec des orientations précises. Donc ça, c'est des précisions que je tenais à faire. Maintenant, en période électorale, ce qu'il faut comprendre, et d'ailleurs vous verrez que dans les prochains jours, il y a un code de bonne conduite qui va clairement définir exactement qu'est-ce que les médias et les professionnels de médias doivent faire et qu'est-ce qu'ils devraient éviter de faire avant, pendant et après l'élection, comme ce sera le cas le 12 octobre prochain. Donc en attendant que ce code de bonne conduite, qui a d'ailleurs été adopté lors de la récente concertation entre les CAM et les autres acteurs du processus électoral au Palais des Congrès de Yaoundé, il faut dire que il y a le régulateur au Cameroun qui est le Conseil national de la communication, qui chaque veille de l'élection, et d'ailleurs je crois que cette année ça a évolué un peu parce que le CNC a déjà écrit aux patrons des médias pour leur dire, proposez-nous comment est-ce que vous allez réadapter vos programmes. Cela n'a rien à voir avec le travail de la rédaction centrale dans toutes les rédactions.
qui amène les journalistes à aller vers la collecte, la couverture médiatique de l'élection présidentielle en elle-même. Mais je vous ai dit, et j'insiste là-dessus, que une élection présidentielle, c'est un processus. Un journaliste qui veut couvrir l'élection présidentielle et dans les normes ne doit pas attendre le 12 octobre pour prendre micro et caméra ou dictaphone pour se dire « Moi aussi, j'avais couvert l'élection présidentielle dans mon pays ». Un journaliste sérieux qui veut couvrir l'élection présidentielle commence par comprendre ce qu'on appelle les commissions mixtes de révision des listes électorales, c'est-à-dire qu'il doit suivre ce processus-là. Un journaliste sérieux qui veut couvrir une élection présidentielle doit suivre toutes les étapes jusqu'à la validation des différentes candidatures, passant par le conseil électoral et puis le conseil constitutionnel après l'étape du contentieux préélectoral. Donc, un journaliste sérieux qui a traversé toutes ces étapes se sentirait plus à l'aise le 12 octobre de se rendre justement dans un bureau de vote pour effectivement aller couvrir une élection. Maintenant, vous nous demandez, est-ce qu'il y a une particularité entre le traitement de l'information que nous faisons au quotidien dans nos émissions et ce que nous allons faire pendant l'élection? Il est généralement demandé aux journalistes et même aux responsables des médias de réadapter leur programme. Cela voudrait dire quoi? Il y a ce qu'on appelle des espaces de propagande électorale qu'il ne faut pas confondre avec les autres débats que nous faisons au quotidien. Si vous voulez couvrir l'élection présidentielle, vous voulez organiser des plateaux sur l'élection présidentielle en période de campagne surtout, comme ça va commencer le 27 septembre prochain, il vous est demandé de respecter au moins l'équilibre et l'impartialité. Ça veut dire quoi? Vous avez 12 candidats à une élection présidentielle. Un média sérieux qui sait que sur un plateau de télévision, il ne peut même pas mobiliser la moitié des représentants des 12 candidats ou leurs mandataires ou les partis politiques qui les ont investis. Ça ne sert à rien de venir organiser un débat sur l'élection présidentielle. Sinon, vous allez truquer le jeu et il y aura des équilibres et certains candidats se sentiront lésés. Maintenant, il y va de la responsabilité également des formations politiques. Parce que quand on interpelle les médias, il faut se dire que les partis politiques qui accusent souvent certains médias d'avoir un parti pris vis-à-vis de certains candidats, ils ne le savent pas. Il y a 3 jours, je posais la question dans une plateforme d'un candidat en me demandant où est-ce qu'il se trouvait depuis pratiquement 2 semaines. Ces équipes de communication ne donnent pas les nouvelles de ce candidat-là. C'est ça aussi le problème. Lorsque vous dites aux journalistes de bien faire leur travail en période électorale, il faut que les partis politiques opèrent. Il faut que l'organe en charge de la supervision, de la gestion du processus électoral, à savoir ELECAM, fasse son travail comme c'est déjà bien fait, en permettant aux journalistes d'avoir la bonne information. Maintenant, il sort par une chose, c'est que ce qui fragilise un peu les médias au Cameroun, au-delà des questions d'ordre économique que vous avez abordées tout à l'heure. Vous savez que dans le secteur audiovisuel, il y a ce qu'on appelle la ligne éditoriale. Et chaque média, et c'est l'aîné Francis Bichoka qui vous disait qu'ailleurs il y a des médias de gauche, les médias de droite, on les connaît. À ne pas confondre avec les organes de propagande électorale comme l'Action du comité central du RDPC et bien d'autres journaux comme Le Point. J'ai vu le PCRN qui a créé Le Point. Là, ce sont des organes de propagande électorale déjà connus tels quels. Ça veut dire quoi? Lorsque l'Action paraîtra pendant la campagne électorale, vous n'allez pas reprocher au journal L'Action d'avoir mis à sa grande une uniquement les activités du RDPC parce que depuis sa déclaration, c'est un organe de propagande qui a toujours été ainsi. Donc, il faut que les patrons de médias qui ont leur ligne éditoriale puissent donc savoir que pendant l'élection présidentielle, nous devons mettre entre parenthèses légèrement la ligne éditoriale. Parce que si vous dites que ma ligne éditoriale, c'est que j'accompagne les institutions, parce qu'on entend souvent les lignes éditoriales comme ça, j'accompagne les institutions. Il faut donc savoir qu'accompagner les institutions ne veut pas dire je soutiens Paul Biya. C'est-à-dire que quand l'élection va commencer, vous faites un grand rendant sur Paul Biya matin, midi, soir, et vous oubliez que Denis Emilia Atagada a investi Ram Samuel Iodi et que Tomaino Damdjoye est candidat de l'UDC. Vous devez donc faire l'effort de respecter cet équilibre-là et de tenir toujours sur un fil qui s'appelle la responsabilité. Merci à vous. Et puis nous allons donc avancer avant, n'est-ce pas, de vous passer la parole. Merci à Jean-Marie Anaba. Ils sont nombreux qui réagissent et veulent que l'on lise, n'est-ce pas, leur message. Nous allons le faire. C'est d'ailleurs ce que nous faisons à chaque émission. Ce SMS, c'est Ayinda depuis le Bénin qui nous écrit, il dit:
Bonsoir mes frères, votre invité qui dit qu'il est allié du RDPC avec seulement le résultat dans une mairie. Je crois que la personne revient sur le message d'hier, peut-être n'a pas pu envoyer cela hier. Autre réaction reçue, Thomas Massok, je vais lire tout ça, je vais quand même essayer. Et dit, mon arrière petit beau-fils que je retrouve aux côtés des panélistes comme l'homme du baromètre politique, on accouche un enfant, mais pas son cœur. Que l'on arrête de montrer les faiblesses de cet enfant parce que dans chaque famille, on a un fou habillé décemment. Ceux-là qui masturbent leur dentition à rigoler, oublient qu'il pleut sur tous les toits. Respectons le Nomgui et que l'Éternel nous vienne en aide. Dans cette floraison des médias avec des contenus multiples, le moment est opportun d'interpeller les hommes des médias à l'éthique et le respect d'autrui, la rectitude morale et professionnelle. Ceux qui vont s'aventurer à traiter l'information dans des diffamations, des diffamations, auront en face le Moulinex parce que plongé dans la trajectoire nutritionnelle. Massok depuis Yaoundé. Autre réaction reçue, bonsoir le plateau. Comment la fameuse vidéo de Brenda, concernant la fameuse vidéo de Brenda, je pense à l'IA. Donc en période électorale, tout est possible. On a depuis Yaoundé qui pense que ça peut être l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, j'ai vu une vidéo qui est le fruit de l'intelligence artificielle qui présente le président Paul Biya et des membres du gouvernement dans un scénario qui a été savamment tourné, démontrant quel sera l'avenir ou le sort qui leur sera réservé. Ok. Autre réaction reçue. Bonsoir le plateau. Les gens oisifs, paresseux et manipulateurs peuvent tergiverser comme ils veulent sur les pseudo-sujets comme la coalition et les candidats pour le distraire le peuple. Mais qu'ils sachent que la vraie coalition est celle que le peuple conscient fera autour du candidat Cabral Libi avec ou sans son consentement. Vive Cabral Libi et tout ce que cela comporte, signé tout au moins vos messages. Autre réaction reçue. Bonsoir Prince, je ne pense pas que parce que l'on est journaliste, on devrait tout dire, parce que l'on doit aller dans le sens de la vérité. Dites-moi une vérité qu'un journaliste a collectée va dans le sens d'embraser le pays. Le journaliste devrait-il porter cette information au public? Dissaké depuis Douala. Autre réaction reçue. Bonsoir, grand soir, monsieur le modérateur. Pourquoi vous étouffez, monsieur Awonon? Il ne s'agit pas de la vie privée des gens, mais de la violation de la loi sur cette contre-nature. Je comprends votre peur, Ferdinand, depuis Douala. Merci, Ferdinand, de comprendre ma peur. Mettez-vous également à ma place, mon cher Ferdinand. Même M. Awono, on le met place là où je suis là, il va faire la même chose. Mais quand même, le sujet porte sur quoi? Ça porte sur la vidéo, la pseudo-vidéo de que Brenda aurait fait, s'adressant et disant qu'elle ne vote pas le président Paul Biya et invitait peut-être les Camerounais à ne pas le faire. Bon, ça, peut-être on peut parler à ce niveau-là, mais de sa vie privée. Ça ne relève que d'elle. Autre réaction, je ne sais pas comment la personne a écrit cela.
l'organisation et placement au cœur de cette présidentielle 2025. Vous devrez être même reçu au palais par le secrétaire général, la présidence de la République, et malheureusement, toutes les chaînes de télévision ne nous informent pas comme il le faut. Merci à vous, Evan, depuis Yoko. Peut-être, s'il nous écoute, il peut nous recevoir avec... ce serait une bonne chose, non, monsieur Anaba? Non, je l'ai dit sur l'un de vos plateaux, je crois que c'était avec monsieur Zé il y a quelques semaines. Il n'est pas interdit que les journalistes soient reçus au palais. Vous avez vu comment les forces vives sont reçues là-bas. Il ne s'agit pas seulement de soutenir Paul Biya comme candidat du RDPC. Il ne faudrait pas faire la confusion. Les hommes d'église, ils sont allés pour aller prier pour la nation et bénir l'institution présidente de la République. Le journaliste peut aller en se disant que même la liberté d'expression que nous avons au Cameroun, même la loi sur la communication sociale est le fruit de la gouvernance de monsieur Paul Biya qui a accepté que cela existe et que les médias soient libres et que les journalistes soient libres. Donc, j'ai entendu des gens le dire lorsque je l'avais dit sur un plateau que non, les journalistes ne doivent pas être reçus au palais de l'unité. Non, détrompez-vous. Le journaliste qui est reçu au palais de l'unité, qui est le palais de tous les Camerounais, par monsieur le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, est reçu en tant qu'un citoyen qui travaille pour accompagner également le pays dans le cadre d'une élection présidentielle. Quand l'ECAM reçoit des gens, pourquoi vous ne dites pas que l'ECAM ne devrait pas recevoir les journalistes ou alors le gouvernement ne devrait pas échanger avec les journalistes? Donc, je reçois une invitation du palais de l'unité, j'y serai, mais pas pour une histoire de je soutiens la candidature de Paul Biya. Ce sera pour dire je soutiens le président Paul Biya en tant qu'institution et les institutions doivent rester debout avant, pendant et après cette élection. J'espère que vous serez entendu, mon cher Anaba. Je ne sais pas si vous partagez la même avis, parce que disons que vous êtes journaliste. Son avis en partie parce que sur la première partie, n'est-ce pas, de son discours, il a effectivement parlé de la formation des institutions, des structures qu'il fallait suivre, mais autant il a prôné l'indépendance, la neutralité, le professionnalisme, autant très rapidement, il a perdu un peu cette... Est-ce que les journalistes ne peuvent pas être reçus? C'est ça. Non, lui dit en tant qu'institution, en tant que... Je veux dire qu'il ne faut pas qu'on se fasse d'illusions. C'est vrai que la neutralité zéro ne peut exister que si on n'a pas d'opinion. C'est la question que je veux poser tout à l'heure. Voilà. Vous allez voir. Est-ce que le journaliste peut être neutre, même si nous sommes en période électorale? Voilà. Bon, maintenant, est-ce que c'est mauvais? Non, s'il vous plaît, non. Est-ce que vous savez que depuis que cette... Je vais vous dire une vérité. Non, vous ne pouvez pas dire cette élection a commencé, j'ai échangé avec M. Bouga, qui est candidat. Pour ceux qui sont visibles, j'ai échangé avec M. Cabral Libdi. Vous savez où ils me reçoivent? Et pourquoi est-ce que lorsque le président de la République, parce qu'il est candidat, m'aurait reçu par l'aval de son proche collaborateur, que ça deviendrait que je vais voter pour lui? On vous a donc suivi. Ça, c'est la confusion. On vous a suivi. Totale. Oui, vous sortez et puis nous allons faire le dernier tour de table. Nous sommes Camerounais et ce n'est d'un secret pour personne que le cabinet civil, qu'un certain nombre d'institutions liées à la présidence de la République distribuent littéralement de l'argent, finance les médias. On a vu certains médias. Pardon, vous dites? Télé Sud, à un moment qui a été racheté par un compatriote, il a été le ministre des Finances, a eu à avouer les sommes données à certains opérateurs de presse pour racheter un média, pour lancer. Est-ce que c'est pas déplacé? D'après ce que dit M. Anaba, la présidente de la République, c'est une institution qui peut recevoir... Non, je parle de maintenant, je dis donc qu'il y a le financement. On a vu, par exemple, les députés interpeller le ministre pour lui demander, par exemple, que vous avez donné à tel 600 millions, à tel 1 milliard, et il expliquait que oui, nous l'avons fait pour ça. Il a commencé à citer beaucoup de médias, même des médias censés être d'opposition, pour dire quoi? Pour dire que à un moment donné, effectivement, on ne peut pas toujours s'assurer. Ça ne veut pas dire, par exemple, que beaucoup de ces médias font généralement des plateaux qui sont équilibrés. Mais ça ne veut pas dire que nous savons que beaucoup de médias, moi pour les médias, je ne veux pas en parler, mais je veux dire, je ne suis pas d'accord quand il a parlé des autres forces vives.
C'est-à-dire que dire que des chefs arrivent et se prononcent pour un candidat, on ne peut pas encourager ça. Ce ne sont pas tous les chefs qui l'ont fait. Hein. Non, je veux dire que... Non, il y a aussi l'opportunisme dedans. Voilà, c'est moi, je pour ça vous ai que pris l'exemple des hommes d'église qui viennent vous dire, nous sommes là pour la paix. Ce que je veux dire, c'est que les gens reçoivent des appuis, c'est une chose. Mais que les gens s'affichent pour les recevoir, ça fait problème. C'est-à-dire que si tel ou tel parti vous rencontrez un président de parti, vous glissez une grosse enveloppe. Ça, c'est entre vous deux. Mais si vous reçoit dans sa chambre et vous faites une petite réunion... Merci à vous. Alors là, ça pose problème. Merci à vous. C'est peut-être petite digression. Nous allons continuer. Geneviève nous écrit depuis Douala. Bonsoir à tous. Les médias n'ont rien à dire concernant une élection présidentielle. Comment ça? Mais comment vous serez informé? Qu'est-ce qu'on fait ici? Vous voulez vraiment que l'on sorte? Vous nous regardez, c'est pour cela. Si vous regardez, c'est parce que vous avez besoin des informations. Alors, nous allons faire un dernier tour de table. D'abord, avec vous, Léonce, à Wonom. Est-ce que l'élection présidentielle, quel peut être le rôle, n'est-ce pas, du média lors, n'est-ce pas, de cette période électorale? Et surtout, est-ce que le média peut être un levier pour la paix électorale? D'abord, je voudrais demander à mon brillant ami Jean-Marie de ne pas souhaiter être reçu au palais, parce qu'il ne faut pas se mouiller. Vous êtes tellement brillant que je n'aimerais pas vous voir devant ce type de simulacre. Vous êtes mon directeur de mémoire. De scène. Donc, je crois que le rôle des médias est prééminent, comme je l'ai dit, et beaucoup plus dans le sens de l'éducation. Je voulais, lors de ma première prise de parole, chuter en insistant sur le caractère éducatif du média. Parce que les Camerounais ont grandement besoin d'être éduqués. Voilà quelqu'un qui veut faire savoir que les journalistes n'ont rien à dire dans le cadre d'une élection. Ça veut dire qu'elle a besoin d'être éduquée. Elle a vraiment besoin que lorsqu'on parle ici, qu'on lui dise que... Mais si vous regardez, vous êtes assis à la maison, vous regardez la télé, c'est parce que vous avez besoin d'être informé. Mais si vous estimez donc que ceux qui doivent vous informer n'ont rien à dire, c'est-à-dire que vous-même vous ne comprenez rien, et donc vous devez être éduqué. Le rôle des médias aussi, c'est de ne pas construire une sorte d'opinion. Vous avez vu, vous parliez tantôt des concertations au palais de l'unité. Là, on était dans la construction d'une opinion où des chefs ont pratiquement déplacé des chefferies pour aller remettre au palais de l'unité. Vous avez vu toute cette scène-là. Je crois qu'on était dans la construction d'une opinion. On veut démontrer que, oui, tout le Cameroun entier est d'accord que un monsieur de 93 ans puisse remplir pour 7 ans. Donc, c'est la construction. Où est la faute du journaliste lorsqu'il a été convié à couvrir une cérémonie et rend compte de ce qui s'est passé? Y a-t-il une faute professionnelle là? Y a-t-il un souci quelque part? C'est ce que je voulais dire. Lorsqu'on a donc affaire au journaliste, le journaliste doit déconstruire cette construction de l'opinion en disant que ce n'est pas ça. En démontrant aux Camerounais que ça c'est une mise en scène. Qui n'a pas vu les C'est le journaliste qui doit le dire? Ben oui. En demandant, en disant aux Camerounais que c'était une mise en scène. En journalisme, il y a ce qu'on appelle le compte rendu. Il y a le papier d'opinion. Un média peut prendre position contre les concertations du palais. En journalisme, il y a le compte rendu, choses vues et entendues. Vous relatez exactement ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu. Oui. Il y a les commentaires. Ouais. Là, ça devient autre chose. Il y a l'éditorial, ça devient autre chose. Mais qu'est-ce que le journaliste ça fait? Ou nous, par exemple, c'est vous avez été convié, vous avez vu, qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez entendu, vous venez, vous dites aux Camerounais, voilà de quoi il est question. Raison pour laquelle vous êtes informé de tout ce qui se passait au Palais de l'Unité. Est-ce que vous avez vu? Je veux prendre mon média, prendre part. Bon, que non. Voilà, ça s'est passé comme ça, c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose. Par contre, nous mettons ça même en débat que vous, les Camerounais, jugez vous-même et voyez de quoi il est question. Donc, en fait, c'est aussi ça, les gens doivent comprendre de quoi il est question. Ce n'est pas parce que le journaliste était présent qu'il est automatiquement accepté ou alors est devenu militant
Par exemple, excusez-moi, hein, j'interviens là, j'essaie de parler un peu plus ce soir, parce que je suis journaliste. Lorsque vous êtes invité à un meeting, par exemple de Cabral Libye, et vous venez vous rendre compte, quelqu'un qui vous a écouté va estimer que vous êtes militant du PCRN. Vous êtes invité à un meeting du RDPC, on va vous traiter, n'est-ce pas, de RDPCiste. Non, le journaliste fait tout simplement son travail. Raison pour laquelle on doit édifier. Et c'est l'éducation qu'on doit donner aux téléspectateurs à une période comme celle-ci. Et ça rentre dans votre thème. Pour leur dire qu'ils ne devront pas confondre. Ils ne devront pas confondre. Je m'adresse aux téléspectateurs. Ils ne devront pas confondre le travail de collecte, de traitement et de diffusion que nous allons faire pendant cette période, que vous serez proche de M. Mbenoun. M. Mbenoun m'invite à une conférence de presse de Mme Toumaïno Damjoya pendant la campagne ou un meeting. Je vais rendre compte. Okay. Et le lendemain, je serai avec le RDPC. L'autre. On vous a suffi. Vous avez donné l'information. Monsieur Mbenoun, vous avez la parole. Oui. Je n'arrive même pas à parler, ça. Non, je vous ai retiré la parole. Non, je vous en prie. Je vous en prie, je crois que vous avez chuté. Je vous laisse chuter, s'il vous plaît. Allons-y. Je voulais dire que autant le journaliste doit rendre compte des faits, autant le journaliste doit aussi éduquer le Camerounais. Si le journaliste n'arrive pas à dire que un chef n'a pas le droit de dire « je soutiens tel candidat », il y a des chefs militants, il y a un problème. Oui, le chef... Il y a des chefs traditionnels militants du RDPC. Oui, non, permettez qu'il chute, s'il vous plaît. Non, monsieur Anaba, permettez qu'il chute. Allons-y. Lorsque un chef est militant, il n'a pas à le clamer sur tous les toits, parce qu'il est ce qu'on appelle, chez nous les Bantous, un miroir. Le chef, la chefferie traditionnelle, c'est un miroir. Et il vous souvient que, souvent, lorsqu'il y a une élection, une séance électorale, les bureaux de vote sont souvent dans les chefferies, dans nos villages. Lorsque vous avez donc un chef qui vous fait savoir que lui, il a déjà un candidat choisi, et il le dit de manière officielle, de manière ouverte, vous estimez que c'est tout à fait normal, il y a un problème. Merci. Merci à vous, monsieur Mbenoun. Est-ce qu'il y a un souci pour un journaliste d'aller couvrir une cérémonie ou alors un meeting et de venir rendre compte? Nous sommes en période électorale. Est-ce que la presse, est-ce que le média peut être un levier pour la paix électorale? Avant de répondre à votre question, je voulais d'abord dire que je vois l'apparentement de M. Anaba par rapport au pouvoir. Je vous dis que nous, on a suivi les élections présidentielles ici depuis plusieurs années. Quand on parlait même, il disait tout à l'heure que les plateaux devaient être équilibrés et tout et tout. Mais j'ai vu, vous avez le journal dans le média officiel, le parti au pouvoir, lui seul, sur 30 minutes de propagande, il prend 28 minutes. Et les autres partis ont 2 minutes. Vous pensez que c'est l'équilibre? Donc, quand il s'agit de l'opposition, on vous tape sur les doigts, on dit oui, vos médias devraient avoir l'équilibre. Si vous invitez même les plénipotentiaires des candidats et qu'ils ne viennent pas, vous allez refuser de faire votre émission parce qu'ils ne sont pas venus. Non. Donc, moi, pour revenir à... Depuis le magistère, 43 ans de magistère de M. Biya, est-ce que vous avez vu les journalistes être reçus là-bas? Même les capitaines d'industrie, ceux qui font l'économie, moi je n'ai pas vu. Il y a seulement quelques personnes, et surtout pendant les campagnes électorales, même ceux qui défilent là ces temps-ci, on ne les a pas vus reçus dans les campagnes antérieures. C'est que cette campagne-ci a quelque chose de particulier, ou certainement le pouvoir sent qu'il tient que sur des béquilles. Et il est obligé de faire tout ce rangda pour prouver que tout le peuple est derrière lui. Mais vous avez suivi dans notre ère géographique, avec mon frère, il y a des chefs qui ont été sanctionnés pour s'être livrés à cet exercice-là. Parce que c'est pour un chef, avec la considération qu'il a, il doit être à équidistance entre tous ces sujets. Alors, reprochez-vous le média ou le journaliste à donner l'information à ce niveau? Pourvu que ce soit une information équilibrée et que ça soit le même traitement pour tous les journalistes et pour tous les médias. Pas que quand il s'agit de tel média, on frappe, et quand c'est l'autre, lui peut se permettre
de glorifier à dessein le candidat, pendant que les autres aussi ont besoin d'être... Et cette affaire de chefferie avec la politique, c'est... Vous savez, à l'UDC, un grand chef a été battu par un de ses sujets, si on peut mettre sujet entre guillemets. Et ce n'est pas bien. Ça enlève l'aura, tout le mythe, toute la considération qui est affiliée à la chefferie. Donc, moi, je pense que si on veut être honnête, il faut vraiment faire des choses de manière à ce que ce soit le même traitement sur tous les médias. Et surtout les médias de service public, que nous payons nos impôts. Ça ne doit pas être le tam-tam de quelques-uns. Pendant que les autres, parce que pendant la campagne, on nous dit le RDPC a beaucoup d'activités, c'est pour cela qu'il doit occuper tout le temps, pendant que les autres n'en ont pas. C'est faux. Alors, maintenant, je réponds à votre question qui veut que, est-ce que le rôle du journalisme pendant la période électorale, moi, je pense personnellement que le journalisme, comme je l'ai dit... Est-ce que le média peut être un levier pour la paix pendant cette période électorale? Je ne comprends d'abord pas quelle est l'information qu'un média peut donner en cette période, ce qui peut embraser le pays. Parce que moi, par exemple, je prends un exemple. Généralement, pendant les élections, on nous dit ici qu'on ne doit pas publier les tendances. Mais dans tous les pays démocratiques, on voit pour ça, mais j'ai vu la dernière élection au Sénégal, les bureaux de vote par bureau de vote en direct à la télévision. Ça permet qu'il n'y ait pas de fraude, parce que quand le public est déjà au courant que tel a gagné dans tel bureau de vote et tel autre ici, il n'y a plus possibilité de falsifier les procès-verbaux, parce que tout le monde est au courant. Or, quand vous faites l'omerta, vous faites le blackout, on ne peut pas savoir qui est en tête ici et là. Ça alimente toutes sortes de tricheries. Donc, ne serait-ce que sur cet aspect-là, on va vous dire que vous êtes anti-patriote parce que vous le faites. Or, on dit que la loi nous dit que les résultats dans les bureaux de vote sont publics. Okay. Quand c'est public, je ne vois pas pourquoi on devait cacher. Donc, moi, je ne pense pas qu'un journaliste devait donner une information qui puisse embraser le pays. Parce que tout ce qu'on fait là, c'est juste pour que les élections soient transparentes et que la vérité des urnes soit celle qui est acceptée par tout le monde. Okay. Et ce n'est pas souvent le cas dans notre pays, il faut le reconnaître. Ok. Contrainte de temps, nous allons prendre petite transition avant de revenir et finir avec le sujet, parce qu'il y a encore deux panélistes qui ont à dire. Mais vu que nous devons passer quand même cette information, ce soir, vous aurez donc votre émission. À vous la parole. D'ailleurs, je crois que la régie est prête à nous donner quelques informations à propos. Ce soir, c'est donc Stéphane Mbarga qui reçoit donc Armand Claude Abanda qui reçoit donc, sera reçu par Stéphane Mbarga. Nous allons essayer de comprendre encore un peu plus sur le fonctionnement et d'un certain nombre de choses que dirige Armand Claude Abanda au Cameroun et en Afrique centrale. Et le modérateur, ou alors le présentateur de l'émission, n'est autre que Stéphane Mbarga. Rendez-vous à ne pas manquer à partir de 21h sur les ondes de Info TV. Voilà, cela étant dit, nous allons peut-être également prendre une petite respiration et puis on revient. Depuis plus de 20 ans, Downstream Consulting SA est le partenaire stratégique de référence dans le secteur pétrolier aval au Cameroun et en Afrique centrale. Protection de l'environnement, études d'impact et audits environnementaux, gestion des risques industriels, gestion en mandat des stations Tradex, placement temporaire du personnel,
nous garantissons la performance et la sécurité de vos projets. À travers notre centre de formation, nous préparons les professionnels de demain au métier du pétrole, de la sécurité au travail et de la gestion des stations-service. Downstream Consulting SA, c'est aussi la mise à disposition de personnel qualifié, gage de performance pour les entreprises nationales et régionales. Downstream Consulting SA, des solutions d'intelligence au service de vos ambitions. Sur le plateau, et ce sera la dernière ligne droite, avant, n'est-ce pas, de prendre le dernier sujet à l'ordre, le deuxième sujet à l'ordre du jour. Nous allons prendre ce SMS qui nous vient de Maroua. Salut, Prince, bonsoir au plateau du Grand Soir. Dites aux journalistes Annaba que la liberté d'expression n'est pas une volonté de M. Paul Biya, mais elle est régie par la loi. Dire aujourd'hui que c'est parce qu'il a voulu que cette liberté existe est une aberration. À Maroua, depuis Maroua, autre réaction reçue, c'est M. Josier qui nous écrit depuis Yaoundé, dit ceci. Bonsoir, le plateau Brenda est capable de faire n'importe quoi, dont rien ne nous surprend sur cette fameuse de la ligne éditoriale de chaque média. Les médias sont-ils vraiment neutres? Peut-on dire que Info TV traite équitablement les informations? Je pense que les médias... Supposons qu'Abba Libi, partout où il va, on doit rendre compte. Mais si un candidat va aux élections, ses ministres vont en campagne, on suit les ministres, ses directeurs vont en campagne, on suit ses directeurs, on suit tous les meetings de ce parti à l'échelle du territoire, on est déjà en train de déséquilibrer. Il faut suivre, comme dans toutes les élections, le candidat. Le candidat reste chez lui, vous dites le candidat est resté chez lui, il n'a fait aucune activité. Mais vous verrez que très souvent, par exemple le RDPC, tous les meetings organisés par les partisans sont suivis. Et on vous dit on est seulement allé suivre. Non, il y a déjà un déséquilibre. Si vous suivez les candidats, vous suivez les candidats. Si vous suivez toutes les actions des militants, là, nous sommes dans une élection, j'allais dire communale ou autre. Donc, voilà une première chose. Deuxième chose, lorsque vous allez, on a reçu les chefs. Oui, vous avez le devoir d'y aller. Mais dans l'interrogation que vous faites au chef, alors vous êtes venu dans cette élection, le peuple pense que vous êtes venu manger de l'argent. Qu'en répondez-vous? Alors vous allez voir que le chef sera peut-être embarrassé, le ministre secrétaire d'État, secrétaire général qui les reçoit. Il faut qu'il prenne la parole. Vous nous avez invités. Quel est même le but de cette invitation? Mais est-ce que vous ne pensez pas que ça fait un peu tricherie? Et là, vous voyez que l'information est équilibrée. Mais si vous êtes seulement allé, on est allé là-bas, ils ont dit qu'ils vont soutenir le chef de l'État, l'autre a dit que vraiment c'était très bien, et vous laissez là. Vous avez contribué à façonner une opinion. Et là, c'est malhonnête. Ah oui. Donc, il faut qu'on aille un peu plus en profondeur. Le journaliste doit questionner les intentions. Quelqu'un dit, je vais construire 2000 routes. Mais demandez-lui, vous allez construire 2000 routes. Mais il a dit qu'il va construire 2000 routes, même si il n'a pas expliqué les mécanismes qu'il utilisera. Vous équilibrez une information de type propagandiste. Ok. Merci à vous. Hein? Mais je veux vous dire, toutes ces questions ont été posées. C'est parce que, contrainte de temps, c'est moi qui rend toujours compte ou qui est toujours de ce côté-là, peut-être au Palais de l'Unité. Et ce sont des questions que nous posons. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher? Qu'est-ce que vous demandez? Quel est le but, n'est-ce pas, de cette audience? Et ils nous disent donc, et nous venons, nous relayons l'information. Mais vous ne diffusez pas cela. Vous voulez vraiment que l'on le fasse? La régie est là, on peut le faire. Moi, je regarde les journaux, j'ai jamais vu comment les chefs, en tout cas ceux qui sont reçus, nous disent la quintessence même du message. Sauf de dire que nous venons pour soutenir. Non, c'est vraiment... Je veux pas, je sais très mal placé de vous expliquer que voilà ce qui se passe souvent et qui passe même les téléspectateurs, les fidèles. Pas forcément votre plateau, non, parce qu'en fait, pas forcément votre chaîne de télé. Ok, alors, monsieur, nous allons donc sortir, monsieur Ngonon. Oui, quelles attentes pour les médias en ce qui concerne cette élection? Le média, levier important de paix pour cette élection?
Oui, je pense que le média en lui-même n'est pas un problème, mais c'est celui qui utilise le média. Oui, on veut dire le journaliste à la base, celui-là qui est formé. Est-ce qu'il est véritablement formé et outillé à accompagner? Parce que ici dans les médias, nous venons bavarder. Mais maintenant, est-ce que dans la pensée du journaliste lui-même, est-ce qu'il est préparé à accompagner? C'est vrai, chaque élection a sa spécificité. Nous avons, de toutes nos 4 élections passées, nous avons été accompagnés par des médias. Bon, nous, on ne fait véritablement pas le procès du journaliste parce que nous pensons que ce qu'il fait déjà pour nous accompagner, pour relayer les informations données par nous, est déjà un travail. Bon, le reste, s'il va dans une partialité, c'est vrai, nous pouvons dire ici que quand quelqu'un a appelé opposant, non, mais c'est d'abord dans l'esprit. Vous pouvez être neutre, tel que nous vous voyons, mais dans la pensée, il y a une toute autre chose. Donc, pour nous, nous disons véritablement que les médias ne nous servent pas ce qui a détruit des nations en Afrique, comme nous avons vu au Rwanda et autres. Jusqu'à présent, ça s'est toujours bien passé. C'est que nous ne souhaitons pas, en cette période très délicate. Ok, merci. Monsieur Anaba, je vous donne 45 secondes. Monsieur la paix, en principe, j'interviens sur le levier de la paix pour dire que nous avons le devoir, nous, hommes de médias, de jouer notre élection, surtout celle de 2025. C'est important. Et je veux dire que voici la solution à la paix au Cameroun, le code électoral. Les journalistes doivent se l'approprier, c'est important. Parce qu'il y a 2 ou 3 jours, j'ai été contacté par un confrère, comme ils savent que je travaille sur des questions électorales, qui me demandait est-ce qu'il peut savoir le nombre de candidats de partis politiques ayant déposé les listes pour les régionales. Vous savez qu'il y a une élection régionale en cours, le processus est en cours. Alors, il ne sait même pas où est-ce que les candidats ou mandataires déposent les listes pour une élection régionale. Vous voyez un peu? C'est une parenthèse pour dire que faisons très attention. Mais vous les voyez faire des papiers, aller s'asseoir à la télévision tous les jours. Ils ne lisent même pas la loi électorale pour savoir que telle élection. C'est pour ça que je dis la paix va passer par quoi? Un journaliste qui sait que, et c'est M. Mbenoun qui le disait, la publication des tendances est interdite au Cameroun. Quand nous le disons, les gens nous demandent où est la loi qui interdit la publication des tendances. Je vous dis que la confusion qui est faite au niveau de l'article 113 de la loi portant code électoral, qui vous dit que le résultat acquis dans un bureau de vote est directement rendu public. Les gens vous laissent croire que il vous a été demandé, vous journalistes, de relayer les résultats de tout le pays et que vous remplaciez le Conseil constitutionnel, comme le dit la loi qui proclame les résultats d'une élection présidentielle, après le travail qui est fait par la Commission nationale de recensement général des votes. Ce n'est pas le journaliste qui proclame le résultat d'une élection présidentielle. Ce n'est pas le journaliste qui se transforme en l'électeur qui a le devoir d'aller choisir librement dans l'isoloir, introduire son bulletin de vote dans l'urne. Donc, pour qu'il y ait la paix avant, pendant et après les élections, il faut que le journaliste reste dans le cadre de la loi qui encadre ce processus. Nous sommes à telle étape. Comment ça se fait? Nous sommes à l'étape du contentieux post-électoral. Comment ça se fait? Comment ça se fait lorsqu'il y a prestation de serment? C'est cela qui va permettre que nous ayons la paix. Et que nous disions aux Camerounais que l'élection n'est pas encore pliée, n'est pas gagnée comme nous l'entendons tous les jours. Un journaliste sérieux doit s'asseoir à la télévision et dire aux Camerounais, vous avez 12 candidats qui ont été retenus par le Conseil constitutionnel et le Conseil électoral. Allez faire votre choix librement. Que personne ne vous mente dans une radio, dans une télévision que l'élection est déjà gagnée par Paul Biya ou par Cabral Ibi ou par Tomaï Ndamjoya. Il faut aller aux urnes parce que le vote est secret et c'est la loi électorale qui le dit. Voilà, Eric Foyette, qui devait être sur ce plateau, présente ses excuses et dit d'ailleurs bravo pour les analyses sur ce plateau. D'ailleurs, il est en train de nous envoyer un autre message. Là, je rappelle que lui également, il dit qu'il voulait apporter, il y a peut-être une innovation. Mais est-ce que cette innovation-là entre, n'est-ce pas, le code électoral et les dispositions, n'est-ce pas, de la loi qui régissent, n'est-ce pas, l'élection au Cameroun? Pour lui, c'est un groupe qui s'est retrouvé, ils disent qu'ils ont le matériel adéquat, qu'ils peuvent donner l'information
en moins de 24 heures. En temps réel. On peut vous donner le résultat en moins de 24 heures. Oui, c'est pour ça que nous avons proposé une agence de presse au Cameroun. Le ministère de la Communication nous a dit... Monsieur Apollinaire, c'est quelque chose qui ne date pas d'aujourd'hui. Même en 2018, il y a un Camerounais qui est installé au Burkina qui avait dit qu'il y a une application informatique qui permet de donner le résultat en 24 heures. Ok, merci. Mais les gens du pouvoir n'en ont pas. Merci à vous. Alors, nous allons sortir avec Eric Foyet qui dit Jean-Marie, là-dessus, a totalement tort. Là-dessus, les votes sont publics, les résultats publics, bureau de vote par bureau de vote. La publication officielle, c'est le conseil, mais les tendances avec les preuves ne sont pas interdites. Non, dans vos QG. Les résultats acquis dans les bureaux de vote, même un journaliste qui couvre l'élection donne le résultat du bureau de vote. Dans nos QG, ce n'est pas seulement les partis qui votent, c'est les citoyens. Ils ont le droit de savoir. Écoutez, pour les tendances, généralement émanent des sondages. Parce qu'il faut bien qu'on fasse à part des choses. Voilà. Un résultat acquis à acquis. Dans tel bureau, il y a eu ça, c'est une information. Maintenant, une tendance, c'est de dire, tel que nous sommes partis, les gens que nous avons interrogés à la sortie d'un bureau de vote semblent donner le vote ou à tel. Ça, c'est des tendances. Mais les résultats, c'est-à-dire que dans tel bureau, il y a cher, dans tel bureau, on a collecté, parce que la loi peut vouloir faire justement qu'on ne donne pas ces résultats issus des bureaux en les considérant comme tendance. Mais tendance peut dire sondage. Mais si c'est des résultats acquis, tel bureau a donné 10. Sur les 10 bureaux collectés, ça fait 20. Monsieur, quelqu'un va vous dire que c'est une tendance, c'est pas une tendance. Et c'est les résultats acquis depuis. Il y a un jeu. Puisque le déploiement est public en présence des électeurs. Merci à vous. Hein. Merci à vous. Le débat, certainement avant l'élection, nous avons encore une semaine là avec Jean-Jacques et bien nous tous ici. Nous allons essayer de voir ce qu'il y a lieu de faire. Merci. Nous allons, sans transition, prendre le deuxième sujet à l'ordre du jour. Là, nous parlons donc de discours et messages de haine en expansion. Quel impact sur l'unité nationale? Ça, comme disait quelqu'un, ça a recommencé. Hein? Ces messages à travers les réseaux sociaux et même les discours que les uns les autres tiennent à travers le triangle national, ça commence à faire à trop bavarder ou jaser là. Puisque vous êtes un homme de droit, vous allez nous dire ce qu'il y a lieu de faire après. Monsieur Benoun, quel regard jetez-vous sur ces discours et messages de haine? C'est reparti comme en 2018? Écoutez, dans tous les pays du monde, pendant la période électorale, c'est toujours un foisonnement d'idées et des prises de position, les unes un peu plus pointues que les autres. C'est toujours une période sensible où parfois les gens sortent du bois pour se faire voir. Vous avez vu même pendant le contentieux électoral, il y a un enseignant qui a utilisé ce tremplin pour pouvoir, n'est-ce pas, rentrer dans ses droits. Donc, c'est ça les élections. Donc, ce qui est quand même regrettable dans notre pays, c'est que parfois, j'ai l'impression que ces choses sont applicables à tête chercheuse. Selon que vous êtes de l'opposition comme nous, ou que vous êtes du pouvoir, on vous indexe, on vous stigmatise. Vous avez vu, il y a ces derniers temps, une sénatrice qui a fait une sortie, n'est-ce pas, dans l'ouest du pays, pour dire que, voilà, après les élections, ceux qui n'auront, s'il n'y a pas la victoire de son candidat, les autres seront chassés. Pour un élu, je pense que c'est un scandale. Vous parlez des discours de haine. Ceux qui sont censés être des modèles, des références, quand c'est eux-mêmes qui se permettre ce genre de prise de position, je pense que vous ne parlez pas seulement pour le citoyen lambda. Mais concernant quand même cette actualité, la dame, la sénatrice, elle a tenu une conférence de presse, où elle a expliqué, elle dit, bon, il faut écouter ce que j'ai dit d'une manière intégrale, en intégralité ce que j'ai dit,
pas aller couper certains extraits et faire croire aux Camerounais que voilà, je suis devenu une mauvaise personne pour que je pouvais chasser les gens, n'est-ce pas, de cette circonscription. Monsieur Apollinaire, je veux convoquer un proverbe d'un panéliste qui avait dit que il y a un piège dans la l'échiquier, que lorsque ce piège-là t'arrête, plus vous vous débattez, plus vous vous aggravez votre cas, parce que plus vous vous débattez, sa sortie a encore même aggravé, puisqu'elle dit que elle nous montre par là, à travers sa sortie, que lorsque vous êtes de l'opposition et que vous ne faites pas gagner le parti au pouvoir, votre région est censurée sur le plan du développement. Alors, ça c'est encore grave. Cela se passe généralement. Bref, ces contorsions n'ont rien apporté de nouveau par rapport à sa déclaration, puisqu'elle est reprise dans alors, les réseaux sociaux. Alors, comment comprendre donc il n'y a pas que cette sénatrice dont vous faites oui, non, j'ai seulement pris un exemple. Parce qu'eux sont censés être des modèles. Bon, maintenant, nous suivons cela à travers les réseaux sociaux et autres, les vidéos qui... allez, pourquoi en ce moment et comment est-ce que cela peut avoir un impact sur l'unité nationale? Évidemment, ça peut avoir un impact pour des citoyens qui n'ont pas l'épaisseur intellectuelle ou spirituelle pour pouvoir analyser les choses. Mais moi, personnellement, je sais que les Camerounais n'ont pas de problème de vie entre eux. Okay. C'est souvent pendant les périodes politiques que vous entendez ce genre de situation. Des Camerounais, qu'ils soient... moi, je suis originaire du littoral de la Sananga-Maritime. J'ai été dans la communication nationale du SDF pendant près d'une dizaine d'années. Aujourd'hui, je suis à l'UDC. Donc, ce n'est pas une question... Et les Camerounais qui sont comme ça. Mais c'est les politiciens qui essayent de mettre un antagonisme entre les citoyens. Et on a l'impression que, surtout pendant ces périodes électorales, c'est exacerbé à travers des discours que nous lisons dans les réseaux sociaux. Monsieur Gono, comment expliquer, n'est-ce pas, l'expansion de ces discours-là en cette période? Moi, je dirais, véritablement, c'est même pas qu'en cette période. Regardez, là, les 3/4 des plateaux dans lesquels tous ceux-là qui sont allés, censés être des enseignants, des éducateurs, ils se battent dans les plateaux, c'est des invectives, c'est des insultes, mais ça part de loin. Moi, je comprends que ça part de loin. On a tout perdu. Effectivement, il faut remettre à plat l'éducation de la citoyenneté camerounaise. Oui. Vous voyez des professeurs... Vous dites que ça part de loin. Oui. À qui la faute? Non, mais c'est à ceux-là qui sont dans les réseaux sociaux, ou alors c'est fabriqué quelque part. Mais c'est fabriqué quelque part, c'est à dessein. Parce que vous voyez, la bataille qui commence dans une maison embrase des maisons d'à côté. Des batailles dans une maison, vous le voyez, des panélistes dans un plateau, chacun s'invective, chacun va démontrer comment il est professeur, hors échelle, hors hiérarchie et tout ça. Qu'est-ce que vous rapportez aux enfants? C'est pour cela que nous disons, par exemple, les médias, les réseaux sociaux sont venus même empirer. Pourquoi? Parce que, bon, les plus jeunes n'avaient véritablement pas le temps de s'asseoir souvent devant les écrans pour voir des émissions et autres. Mais plus c'est entré dans les réseaux sociaux, mais plus les enfants maintenant, mais ça a détruit. Et nous disons véritablement, comment reconstruire? Nous allons prévoir cela. Comment reconstruire toutes les solutions tout à l'heure. Bichoka, c'est quoi? Vous voulez vraiment arracher? Mais monsieur... Allez-y, vous gagnez. Jean-Marie Anaba, lorsque vous modérez dans vos émissions, vous donnez la parole, vous savez comment vous la partagez. vous attendez, vous patientez. Comprenez que c'est comme ça aussi. Les autres sont souvent impatients d'avoir, n'est-ce pas, de prendre la parole. Ok. Francis Bichoka, la période, quelqu'un disait ce n'est pas seulement en cette période-ci, mais quand même, depuis 2018, on constate, n'est-ce pas, ces messages haineux sur les plateaux de télévision. Parfois, ça devient pire, où les gens peuvent se dire des choses qui ne sont véritablement pas agréables.
Alors, permettez, hein, vous savez que j'aurais dû me retrouver à la prière, mais j'ai trouvé que c'était important de venir parler de ce sujet. Et je vais lire un petit extrait dans la Bible, dans Matthieu chapitre 5, verset 25, qui dit « Je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être jugé par le tribunal, c'est-à-dire le tribunal de grande instance. Celui qui dit à son frère « insensé, animal », il doit être jugé pour crime contre l'humanité. Et celui qui dit seulement imbécile, il doit aller en enfer. Je ne sais pas si vous voyez. Celui qui est a une peine moins grande que celui qui a seulement dit imbécile. Ça semble paradoxal. Ça veut dire que dès que vous dites à quelqu'un imbécile, cette imbécilité-là vous permet déjà de le traiter d'animal. Quand vous le traitez d'animal, vous pouvez le détester. Quand vous le détestez, vous pouvez le tuer. Donc, le plus grave, c'est de commencer à avoir même un sentiment mitigé vis-à-vis de votre prochain. Vous voyez aujourd'hui, si vous regardez les effets, il y a énormément de crimes. Quand je regarde les médias, vous entendez un monsieur a tué sa compagne, un monsieur, un enfant il y a des crimes crapuleux. Mais on pense que, vraiment les enfants sont devenus... Non, quand ils suivent les messages de haine qu'on propulse, Paul Biya est vieux. Mais attendez, la vieillesse n'est pas un crime. Je crois qu'il faut que les gens arrêtent. La vieillesse, Edgar Morin, un savant, publie à 102 ans. Il a 102 ans. Il a publié depuis ces 5 dernières années 4 ou 5 essais de très haut niveau. Il y a des jeunes de 15, de 30 ans, de 45 ans qui ne publient rien du tout. Mais on dit, Paul Biya est vieux. La vieillesse est devenue un délit. Et quand vous dites ça, vous permettez, vous sémez la colère, la haine. Et à la fin, un jeune se dit, mais puisque les autres sont là-bas, ils sont vieux, ils ne veulent rien faire, moi aussi, à mon niveau, je vais essayer de faire ce que je suis en train de faire. Donc je veux dire que les gens disent, le président de la République ne travaille pas bien, le régime ne marche pas. Parce qu'on peut être jeune, on a des partis qui ont des mairies, on voit. Il y a des jeunes dans des mairies qui dirigent des mairies, je ne vais pas les citer, qui ont un bilan nul. Aujourd'hui, vous avez les plus riches du Cameroun, Baba Dampulo, Paul Fokam Cameroun, ils ont 78, 80 ans. Mais les gens vont travailler dans leurs entreprises. Et personne ne dit que, comme ils sont vieux, les entreprises sont tombées. Où sont donc les jeunes qui ont créé les entreprises à les dépasser? Non. Je pense qu'il faut que ce genre de message, par exemple, sur l'âge, parce que ça devient une insulte, de dire, oh, il est vieux, il est cruel. Non, ce n'est pas un motif. La loi permet à tout le monde d'être là. Si le pays ne marche pas, qu'on dise que vraiment ces gens ne peuvent plus travailler, n'arrivent pas à travailler, le pays ne marche pas, votez ailleurs. Mais je veux dire que ces messages, et vous voyez que les gens qui les donnent, parfois quelqu'un dit seulement, j'aurais voulu faire un concours pour être ceci ou cela, et vous avez un déferlement de haine, parce que vous avez des gens disposés par leur jeunesse, par leur passion, parfois même par les substances qu'ils prennent. Et quand vous leur donnez un terreau, vous voyez qu'à l'époque, on ne donnait pas la parole à tout le monde. Parce qu'on encadrait la parole, même dans les familles. Quand un jeune parent dit « tais-toi », les enfants ne parlent pas ici. C'était une façon d'apprendre aux gens à se maîtriser. Mais aujourd'hui, sous prétexte qu'on ne travaille pas, sous prétexte qu'on croit que ceux qui ont des voitures sont des voleurs, on diffuse un message qui ne s'arrête pas à cette haine. Il se manifeste sur l'ensemble des crimes que vous voyez se commettre dans la rue. Et là, c'est pour ça que j'interpelle vraiment les Camerounais et tout le monde de se rendre compte que les gens apprennent à venir sur des plateaux et à parler de manière factuelle. Le régime de Paul Biya a fait une autoroute qui n'est pas terminée. Ils ont fait ceci qui n'est pas terminé. Vraiment, ce régime, non, ça ne peut plus. Vous restez là. Mais quand vous commencez à dire, ces gens, on verra demain, quand on prendra le pouvoir, ouais. Et sur les réseaux sociaux, c'est plus en 2018 que le phénomène a été marqué et il est un peu en perte de vitesse. Je ne sais pas pourquoi. Il y a moins de violence haineuse sur les réseaux sociaux pour cette élection. Allez savoir pourquoi. Ok. Moins de messages haineux. Oui, moins qu'en 2018. Moins qu'en 2018. C'est ta perception. Pour quelle raison? Jean-Marie Anaba, nous y sommes, hein, vous avez la parole. Quand même, de ces discours et messages haineux, peut-on également parler de tribalisme? Si oui, pourquoi cela peut être en expansion encore plus en cette période?
Non, vous verrez, et je prends par la chute de M. Bichoka qui vous rappelle que c'est en 2018 que nous avons trébuché profondément. Et vous verrez d'ailleurs que le législateur a revu la loi du 12 juillet 2016 uniquement en 2019 portant code pénal. Pourquoi en 2019? Parce que nous avons tiré les leçons de l'élection présidentielle de 2018. Et cette loi, et le juriste va mieux vous orienter là tout à l'heure en vous disant quelles sont les sanctions. Mais moi, je suis intéressé par ceux qui sont interpellés dans cette loi. Vous verrez que ceux qui font outrage à la tribu ou à l'ethnie, les sanctions pèsent pour celui qui est leader de formation politique, celui qui est responsable de médias ou celui qui est fonctionnaire. Pourquoi? On s'est rendu compte qu'en dehors des réseaux sociaux, il y a aujourd'hui des médias qui encouragent la diffusion des messages de haine que vous qualifiez de discours de haine. Nous les regardons étant chez nous à la télévision le dimanche, où quelqu'un parle d'une tribu à longueur de journée pendant toute une émission. Le journaliste ou le responsable de ces médias est incapable de le recadrer. Et c'est ça le problème. Et pourquoi est-ce que les formations politiques, on a mis la peine qui est très lourde contre les responsables des formations politiques? Ça revient à quoi? Vous savez que pour créer un parti politique, même si c'est une association, il est clairement dit qu'en dehors de votre projet de société, il faut qu'on vérifie effectivement que le projet de société, même que vous déposez la mouture, qu'il n'y a pas un contenu qui attaque un peu l'intégrité et même l'unité nationale. Même l'article 3 de la Constitution vous le dit clairement, les partis et formations politiques concourent à l'expression du suffrage dans le strict respect des principes de démocratie et d'unité nationale, entre autres. À partir de là, un parti politique devrait savoir quel est justement le contenu que je donne à ceux qui sont mes militants, quel est le background que je donne à ceux qui sont mes militants. On n'a pas dit que pour être militant, il faut être doctorant en ceci, hein, parce que pour être militant, on n'a pas besoin des grandes écoles. C'est pour cela que dans des formations politiques sérieuses, on a pensé à créer ce qu'on appelle des écoles de cadres. Mais ces écoles de cadres, on ne voit pas trop de formations politiques qui en créent, parce que le rôle de l'école des cadres est de ramener les militants à l'ordre, à leur dire ce que vous devez aller diffuser à la télévision et à la radio, c'est le projet de société de notre formation politique. Parce qu'il n'y a pas un projet de société qui a pour contenu Paul Biya est vieux, Cabral Libye est jeune et Bassa et tel est Bamileke. Ça n'existe pas dans un projet de société. Donc si les formations politiques prennent en main leur rôle crucial, à savoir que une élection est un jeu. Et au lendemain d'une élection, le Cameroun reste et demeure le Cameroun, même s'il est gouverné ou dirigé par n'importe qui. Donc, nous avons trébuché depuis 2018 et je pense que ce qui arrive encore là ressemble un peu à ça. Heureusement qu'il y a des mesures qui ont été prises pour commencer à se préparer. Et quelqu'un demandait tout à l'heure, est-ce que vous pouvez savoir pourquoi ça n'existe pas cette année? Mais je sors en disant que le mal de notre pays et même des formations politiques, c'est que lorsque nous les créons, pour aller chercher, déposer le dossier dans les services du gouverneur. Lorsque je veux créer mon parti politique, la première personne à qui je pense, c'est quelqu'un qui est proche de moi. Et vous verrez que même sur nos actes de naissance, il est écrit, il est né à. Son père est originaire de. Ça n'a pas été mal fait. Donc chacun a là où il est né. Mais il ne faut donc pas laisser croire que là où tu es né, un autre Camerounais ne peut pas venir rester là. Il ne faut pas aussi avoir une pensée comme quoi on crée un parti politique pour que ce soit trésorier, le père, vice-président, la première femme, troisième vice-présidente, la deuxième épouse. Merci. Et c'est ça le problème que nous avons. Merci. Et maintenant, il faut aussi que nous commencions par l'éducation, même dans nos domiciles, en formation politique. Ok, merci bien. Je vais aider à sa chute. Hein. Peut-être il faudrait qu'on oublie que quand on crée un parti politique, et peut-être c'est là il faut éduquer les Camerounais. Qu'est-ce que la politique? Qu'est-ce qu'un parti politique? Qu'est-ce que l'idéologie d'un parti politique? Sinon, vous allez retrouver dans un parti le président Ongba, vice-président Anaba, trésorier Amougou, commissaire au compte, c'est là où ça commence. Mangue, et puis vous voyez ce que ça va donner. L'épouse qui est la vice-présidente ou la trésorière. Monsieur le juriste, monsieur Anaba, merci. Alors, monsieur Léon Sawana, j'ai vraiment voulu votre présence sur ce plateau pour que l'on en parle. Vous, en tant que juriste,
qu'est-ce qui est prévu? On estime que depuis 2018, il y a des mesures qui ont été prises au niveau, n'est-ce pas, de la justice. Est-ce que ces mesures-là sont appliquées? Et là, présentement, qu'est-ce qui est fait? Est-ce que, véritablement, les mesures prises suivent? Oui, je l'ai toujours dit. Le Cameroun est le pays le mieux nanti en termes de texte de loi. Mais ce qui cause tout le problème, c'est l'application. Nous sommes malheureusement dans un pays où l'application de la loi est à géométrie variable. Parfois, on choisit d'appliquer, lorsque la tête est parfois choisit de ne pas appliquer, et c'est ça le problème. Sinon, les lois existent, mais on choisit de les appliquer lorsque la tête de la personne qui est auteur ne nous plaît pas. Donc, c'est comme ça que le Cameroun fonctionne. Je voudrais d'abord, mon voisin a dit que, on passe le temps à dire que M. Biya est vieux, mais ce n'est pas une insulte. M. Biya est candidat de cette élection. Certains peuvent trouver qu'il est vieux, autant que le candidat de mon voisin d'en face, certains trouvent qu'il est jeune parce qu'il a 38 ans. Juriste, que dit la loi sur le tribalisme et le discours de haine? Vous êtes sur l'âge de Paul Biya. Laissez le modérateur avancer pour édifier nos téléspectateurs. Peut-être qu'il n'a pas touché votre faut respecter les autres. Allons-y, allons-y. Non, allons-y. Qui arrivent sur les plateaux. Allons-y, monsieur. Allons-y, monsieur Aono. Nous sommes pris par le temps, il nous reste 2 minutes. Oui, monsieur Anna, je le sais souvent très courtois. Quand il parle, il est très excité, c'est parce qu'il arrive. Quand il est sur son plateau, je ne le connais pas aussi excité. Donc, je disais que ce n'est pas une insulte de dire que quelqu'un est vieux. Autant on dit que quelqu'un est jeune. Il peut aussi en trouver que c'est une insulte de trouver qu'il est jeune. Alors, que dit la loi? Donc, je crois que les lois camerounaises sont suffisamment claires. Il y a même une loi sur la cybercriminalité, puisqu'on dit que les discours de haine prospèrent beaucoup plus sur la toile. Il y a une loi sur la cybercriminalité. Mais est-ce que vous avez l'impression de ce que ce qui nous est servi à longueur de journée sur la toile est contrôlé quelque part? Il n'y a pas un contrôle. Il y a même toute une structure, il y a toute une agence qui est censée réguler les réseaux sociaux. Mais chaque jour, les gens nous pondent des choses sur les réseaux sociaux. Mais parfois, vous lisez des choses, vous vous demandez, mais est-ce que il y a une censure? Il n'y a pas de censure. Ça, c'est le véritable problème parce que le problème du Cameroun, c'est la toile. Vous avez dit à partir de 2018, parce qu'en réalité, en 2018, il y a eu une élection et puis certaines personnes qui avaient bien saisi l'opportunité ont cru devoir diviser le Cameroun en surfant sur la fibre tribale. Et c'est ça qui a exacerbé les discours de haine depuis 2018. Parce que nous avons des acteurs politiques qui, par pure manipulation, veulent diviser les Camerounais. Alors, parce que chaque jour... Je vous donne encore 30 secondes et ce sera les 30 secondes pour chacun. Ou alors 25 secondes. Pour chacun aura 25 secondes. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? La réalisation me signale là-bas de l'autre côté. Parce qu'en réalité... Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Les Camerounais sont unis. Mais ce qui vient exacerber la division, le discours de haine, c'est le politique qui, par pure manipulation, utilise les Camerounais. Parce que lorsque vous parcourez nos marchés, les Camerounais se vivent ensemble, ils ne cherchent pas à savoir d'où tu viens, ils sont ensemble chaque jour. Mais lorsque le politique arrive, parce qu'on a aussi une propension à rendre le vote sociologique, lorsque c'est votre frère, vous êtes obligé d'être derrière lui, c'est ça qui exacerbe le discours de haine. Soit que il faut un moment donné qu'on passe à la censure. Voilà, plus encore sur les réseaux sociaux. Merci. La censure, qu'est-ce que vous proposez rapidement? Non, moi j'ai dit, tel que monsieur on l'a dit, la censure. Parce que vous entendez ces partis même qui disent qu'ils ont des écoles de cadres, mais ce sont leurs cadres qui créent le trouble dans la République. Dans des débats, vous voyez comment ils se bagarrent, là, je suis professeur, je suis... Mais j'ai cru que, comme vous avez dit que c'est fabriqué quelque part... Oui, hein? C'est fabriqué par eux. Merci. Les politiques commencent par oui, monsieur. Je pense qu'il faut un appel citoyen pour dire aux gens que faisons attention, ce que nous disons peut avoir des répercussions. Je peux dire quelque chose à mon copanéliste. Un excité ou alors un drogué au quartier en fait un problème et tue quelqu'un, et surtout que je serais responsable alors que je pensais simplement attaquer mon compagnon. Monsieur Benoun, merci d'avoir été là. Oui, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire rapidement? Écoutez, les autres ont tout dit. Ils ont tout dit. Monsieur Anaba. Il faut dire aux Camerounais que nous sommes en République.
et la République a des règles. Et quand on l'aura compris qu'une élection présidentielle est un jeu, que avant M. Biya, il y a eu le Cameroun. Pendant que M. Biya est là, il y a le Cameroun. Et après M. Biya, il y aura un Cameroun. Merci. Merci à vous, n'est-ce pas, d'avoir accepté cette invitation, particulièrement à M. Ngono. Hein? Mesdames, Messieurs, retrouvez à 21h, hein, je vous l'ai dit, Stéphane Mbarga, qui va recevoir donc Armand Claude Abanda dans le cadre de l'émission À vous la parole. Dans quelques minutes, retrouvez le journal en anglais et à 20h, ce sera le journal en français. Je vous donne rendez-vous très prochainement sur ces ondes. Retrouvez Jean-Jacques Zé lundi lorsqu'il sera 17h. D'ici là, restez scotchés. Au revoir.